il a fallu beaucoup de courage. En tout cas, mes parents m'ont soutenue, même si au début, ils comprenaient pas pourquoi il fallait aller à l'encontre du système et suivre ce chemin-là, alors que, enfin, on a été convoqués par le proviseur pour lui dire, votre fille, ce qu'elle veut, c'est pas possible, elle est vouée à l'échec, elle n'arrivera jamais à rien. C'est des propos très difficiles et très durs quand on est à l'âge de construction, en fait. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. J'entends des choses qui me choquent en tant que juriste. Par exemple, des personnes qui sont persuadées qu'on est obligé d'acheter avec de l'intérêt et de l'usure, que c'est la loi qui nous l'impose, que c'est obligatoire. D'autres personnes pensent qu'on peut pas financer une entreprise que par ce biais-là, c'est la loi qui nous l'impose. Et moi, je suis outrée en tant que juriste. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je sais que tout est négociable, que tout ce que la loi n'interdit pas est possible. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, Jeannette. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis très honoré. Je t'en prie, c'est la moindre des choses. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, assez rapidement, donc je suis, Jeannette Alilou, je suis avocat depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je travaille, au barreau de Paris. J'ai, eu un parcours assez classique, au sein, aussi bien universitaire qu'au sein de certains cabinets et aujourd'hui je suis à mon compte, depuis un certain nombre d'années maintenant. Ok. Ça a commencé où? T'as grandi où et tu as étudié où? Alors j'ai grandi dans le 91 en banlieue, dans une ville, vraiment qui en fait entre 2 types de population. Donc évidemment, j'ai grandi, tant au centre-ville que dans un quartier au sens propre du terme, avec, tous les travers qui vont avec. Donc j'ai fait toutes mes études, à Massy, dans le 91 et à la fin, de mes études, au lycée, j'ai rejoint la faculté, Paris 5 où j'ai suivi tout mon droit là-bas, y compris le concours, pour devenir avocat. D'accord. Ça a été un parcours assez classique avec quelques petites embardées, mais voilà. Donc ça a pas toujours été simple au sens où, comme j'étais issue d'une famille, d'immigrés, heu, je n'ai pas eu la chance de choisir mes études tout de suite et très, très vite, on a essayé de me mettre dans une voie de garage. J'ai dû très, très jeune me battre pour pouvoir, aller dans une formation classique normale, avoir un bac général. C'était pas pour le prestige du bac général, c'est tout simplement que je savais déjà que je voulais faire du droit, que je voulais être avocat et du coup, il y avait un chemin pour y accéder et si, je laissais faire les professeurs, je ne pouvais pas y accéder. Donc quand tu dis tu te battais face aux professeurs qui t'orientaient plutôt dans des formations. Exactement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors faut savoir que je suis l'aînée de ma famille. Mes parents, comme tous nos parents, sont des gens qui, respectent l'autorité, respectent le sachant. Donc, quand les professeurs disent, que votre enfant n'a pas les capacités et qu'il devrait suivre une voie technologique ou professionnelle, nous on écoute. Moi à l'époque, ben, étant trop jeune, j'ai suivi. J'ai intégré à l'époque, alors ça s'appelait le parcours technologique au collège. Donc il y avait vocation à sortir très vite des études avec, soit un BEP ou autre, pour rentrer vite dans le monde du travail. Sauf que, c'est l'époque où j'ai un déclic, scolaire et où j'explose complètement, donc je me réconcilie avec l'école. Il faut savoir que j'étais une jeune fille qui lisait énormément. Je lisais beaucoup de livres, j'avais un vocabulaire très abouti, et du coup, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Puis 2 rencontres ont été clés, dans ce parcours-là. C'est qu'un étudiant en droit est venu présenter ses études à notre classe. Alors, il faut savoir qu'on est dans une classe, à vocation à être plombier, secrétaire, enfin voilà, pour donner un peu d'image. Donc ça, c'est fin de collège, ça. Exactement. Ouais, si tu- Et je suis déjà dans le circuit et déjà c'est prévu que j'intègre, l'école Boulle pour faire de l'ébénisterie, enfin le parcours était déjà tracé. D'accord. Donc ce jeune homme vient nous présenter, heu, ses études de droit. Et là, il y a un énorme déclic qui se fait et je me dis: «Mais en fait, c'est ça que je veux faire» Mhm. et à ce moment-là, je vais voir cet étudiant, je lui dis: «Mais comment on fait pour, faire du droit? Comment on fait pour être avocat?» Il me dit: «Bah, voici le parcours, faut faire tel type de bac, pour intégrer la fac, ainsi de suite», il m'explique tout et ce garçon, en fait, il est, dans mon quartier donc
on a un écart d'âge très énorme, parce qu'en fait, c'était un des pions du collège. Il était vraiment en fin d'études, donc il était en passe de devenir avocat. Et là, je réalise que dans la voie dans laquelle je me trouve, ça ne correspond pas du tout à ce que je voudrais faire. D'accord. Donc là, on mène une politique on va aller voir les professeurs, leur expliquer. Alors, il faut savoir aussi que j'étais une élève très douée par rapport au reste de ma classe, et j'ai réussi à rallier plusieurs professeurs. J'ai dû mobiliser mes parents qui ont dû venir avec moi s'opposer aux professeurs, tout simplement pour pouvoir rallier en fait une voie générale. Donc sortir de cette voie de garage pour partir en seconde générale et pouvoir faire un bac général, me permettant d'avoir les outils nécessaires pour faire du droit. Cette personne, elle est en droit. Elle t'a demandé ce que tu allais faire l'année prochaine. Elle t'a dit qu'il fallait surtout faire ça pour devenir avocat. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça, et surtout, m'a fait comprendre que la voie dans laquelle je me trouvais, j'étais vouée à l'échec. Mhm. Puisque du coup, on n'avait pas le même programme, on n'avait pas, bon, la lecture, la philosophie à la rigueur, j'étais un peu autodidacte, mais tout le reste, on n'avait pas accès aux mathématiques au même niveau que tout le monde et autres. Mhm. Et c'est là où les professeurs aussi, certains vous marquent. Ma professeure de maths, donc j'étais déjà très douée en maths, m'a pris et intégré de force dans des classes générales. Du coup, je séchais certains cours technologiques, on va dire, Mhm. pour intégrer cette classe-là, pour pouvoir récupérer en fait le programme que je n'avais pas, D'accord. puisque j'ai fini par obtenir le passage en seconde générale, avec la promesse que j'allais droit dans le mur, que j'étais vouée à l'échec. Enfin, voilà, on connaît tous les encouragements qu'on peut avoir parfois dans ce système-là. Et du coup, elle m'a formée sur ce qui me manquait et m'a soutenue dans ma démarche. Mes parents, du coup, alertés aussi, m'ont inscrit au CNED pour récupérer tout le programme. Donc, ça veut dire que les 2 mois et demi d'été, je les ai passés à travailler, à récupérer tout ce que je n'avais pas fait pendant 2 ans, pour arriver au lycée armé. D'accord. Et finalement, au lycée, ça s'est bien passé? Oui, donc du coup, parcours sans accroc. Il se trouve que bon, les choses se font d'elles-mêmes. Mes parents déménagent et j'intègre du coup un lycée qui est à côté de chez moi, qui est un des meilleurs lycées d'Île-de-France à l'époque. Comme j'avais un dossier qui était très bon, j'avais été acceptée sans difficulté, et donc avec beaucoup de pression quand même, j'ai suivi le parcours comme tous les élèves, et je n'ai pas eu de manque. Ça a été au prix de beaucoup de travail, de beaucoup de fallait récupérer, donc j'ai dû travailler à côté, heu, me mobiliser toute seule. Donc ce qui m'a un peu aussi permis, quand je suis arrivée à la fac, de m'organiser toute seule, en fait. D'accord. Donc ça a été ma première bataille et mon premier dossier, je pense que c'était ça, moi. Ouais, première victoire. Oui, bon, ça c'est pas toujours, ça marche pas pour tout le monde, mais c'est vrai que, il il a fallu beaucoup de courage. En tout cas, mes parents m'ont soutenue, même si au début, ils comprenaient pas pourquoi il fallait aller à l'encontre du système et suivre ce chemin-là, alors que, enfin, on a été convoqués par le proviseur pour lui dire: «Votre fille, ce qu'elle veut, c'est pas possible, elle est vouée à l'échec, elle n'arrivera jamais à rien». C'est des propos très difficiles et très durs quand on est à l'âge de construction, en fait. C'est fou que non seulement, ils empêchent, certains élèves de s'orienter où ils veulent, mais en plus ils définissent que vraiment ils le disent eux-mêmes que c'est l'échec où ils vont, quoi. Enfin, Exactement, puis c'est une époque aussi, faut savoir que c'est une époque où, le collège, le lycée, les professeurs décidaient, souvent seuls. Les parents, bon, comme on était une grosse majorité d'élèves issus de l'immigration, bah, vous aviez des parents qui avaient pas forcément fait d'études, qui connaissaient pas le système. Donc et encore une fois, heu, cette génération-là, elle respecte l'autorité. Donc et mmh, du coup, l'autorité du professeur surtout jouissait d'une image très forte. Donc quand le professeur disait A, les parents disaient A. Et d'ailleurs, beaucoup d'humoristes font référence à ces éléments-là, où on nous dicte les choses. Sauf que bon, j'ai eu ce courage-là, mais je n'ai pas été seule. Donc cet étudiant m'a apporté beaucoup. J'ai aussi eu un autre soutien familial qui, lui, m'avait toujours juré que je finirais avocate. J'avais jamais écouté à l'époque. Aujourd'hui, ben, je sais qu'il avait raison, mmh. et qui du coup m'a donné aussi les billes. Donc c'est quelqu'un qui avait fait de longues études, qui connaissait très bien le système, donc qui m'a aidé à faire les courriers, à aller aux réunions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, les parents maintenant décident.
du parcours de leurs enfants et parfois même à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Donc il y a eu un inversement Oui, en une vingtaine d'années. oui, c'est clair. Et du coup, lycée, sans accroc, comme tu disais, puis tu rentres à l'université. Tout à fait. Il y a pas forcément de barrière à l'entrée? Oui, oui, alors à l'époque, je sais qu'aujourd'hui ça a changé, mais qui voulait s'inscrire à la fac pouvait s'inscrire. Il n'y avait pas de difficulté. La seule chose, c'est qu'il y avait des zones. Alors moi, d'office, je devais être sur la zone de Paris 11, sauf que j'avais entendu parler d'une formation, notamment financière, au sein de Paris 5. Donc du coup, j'ai porté mon dossier là-bas et j'ai suivi tout mon cursus jusqu'au CRPA à Paris 5. D'accord, donc le CRPA qui est le diplôme d'avocat. Voilà, en fait, c'est le sésame pour intégrer l'école d'avocat qui dure 18 mois, qui C'est le barreau? ouais, c'est le barreau et qui est sanctionné par le CAPA. C'est le diplôme qui nous permet de s'inscrire au barreau et d'exercer la profession d'avocat. Donc en fait, juste pour expliquer un petit peu le process pour devenir avocat, en fait, comment ça se passe? C'est qu'il y a 4 années obligatoires à passer à l'université. Tout à fait. Mmh. Puis, la 5e année, on peut passer le barreau donc, à la fin de la 4e année si on a la possibilité, mais en général, les gens font une 5e année pour se préparer car c'est assez difficile. Ou certains intègrent leur master, donc leur 5e année, dans le cadre de l'école. Parce qu'en fait, on a la phase de PPI, qui est en principe un stage en juridiction. On peut très bien le transformer sur une formation, donc soit une formation d'école de commerce, un master ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y a des aménagements possibles. Mais la plupart, lors de la 5e année, pour gagner du temps, préparent l'examen en même temps. D'accord. Une fois qu'on a acquis, le précieux sésame, donc, le diplôme, le barreau, Mmh. on a la possibilité d'entrer dans une école de formation, je crois que ça s'appelle l'EFB. L'EFB, tout à fait. Alors, ça s'appelle l'EFB à Paris, elle porte d'autres noms en région. D'accord. On est élève avocat et à la fin de ces 1 an et demi, on devient avocat officiellement, Exactement, après les examens. tout à fait. Il y a un examen, en fait, qui nous permet d'avoir la capacité. Pendant très longtemps, c'était un examen assez accessible et je crois avoir entendu que, ces derniers temps, ça s'est un peu plus corsé. Déjà, lorsque j'étais arrivée à l'EFB, ils avaient, commencé à resserrer un peu le niveau pour, pour pousser à, en fait, à avoir des avocats de plus grande qualité. D'accord. Mais en réalité, le plus dur à avoir, c'est le barreau? Oui, il faut vraiment, passer le CRFPA, c'est, le plus difficile CFR. puisqu'il y a les examens théoriques qui portent sur beaucoup de matières, y compris des matières que parfois on a un peu laissées de côté, pendant notre parcours. Parce que l'objectif, c'est de connaître un peu de tout sur tout. Donc vous faites un peu de pénal alors que vous faites du droit des affaires, voilà. Donc petit à petit, on apprend à s'ouvrir à d'autres matières aussi, à revenir sur certaines matières. Et c'est un travail de longue haleine. Le grand O, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile sur le droit public, les libertés publiques. Euh, donc on est face à nos pairs, à des magistrats, à des professeurs. C'est là où on a le plus de pression. Puis on a des examens qui nous mobilisent 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures. Et du coup, c'est aussi une épreuve. Faut avoir du mental quand même. Faut avoir les nerfs solides. Exact. Et du coup, tu te rappelles comment tu as réagi quand tu as eu le barreau? Avec un énorme soulagement. Un énorme soulagement puisque ça a été une année extrêmement intense. Faut savoir que du coup, comme j'étais en master, le master 2, il y avait aussi le stage, et aussi un mémoire à rendre. Donc, ça a été une année où il fallait finir les examens, donc les partiels étaient très tôt. À la fin des partiels, on avait enchaîné sur le stage en cabinet d'avocat pour valider le master. En même temps, fallait terminer le mémoire pour valider aussi le master. Et une fois que tout est validé et terminé, on est parti. La plupart, on a fait ce choix-là dans des écoles, des prépas, donc pendant tout l'été, dimanche inclus, à potasser pour préparer le CRFPA. Donc le vendredi, on arrête le stage, le lundi, on est à l'école en plein été, alors qu'il fait très chaud, tout le monde profite de ses vacances. Et donc ça s'est arrêté au mois d'août et pareil, le vendredi, on finissait la dernière préparation et le lundi, on était
à l'école, enfin à la fac pour passer les premiers examens, les premières épreuves. Donc c'est vraiment une course de longue haleine, puisqu'il y a d'abord les écrits. C'est seulement au résultat des écrits on sait si on passe les oraux. Sauf que comme c'est très rapproché dans le temps, donc on révise quand même les oraux alors qu'on ne connaît pas les résultats. Donc voilà, quand tout se termine enfin, c'est avec un énorme soulagement en disant oula, enfin on va pouvoir respirer, prendre un dimanche pour aller au cinéma, faire des choses normales, quoi. Tes parents aussi sont contents, j'imagine, d'apprendre la nouvelle. Oui, exactement. Puis bon, ils étaient contents. Après, il y avait quand même une réflexion, c'est long, c'est quand même long. Donc, il y a toujours la question du quand est-ce que ça s'arrête, puisque après les 5 ans d'études, on enchaîne sur 2 ans, ce qui fait en cumulé quasiment 7 ans. Ça Oui, peut paraître bien long en fait. Il y en a certains qui font médecine comme ça. Donc, ouais, c'est pour leur expliquer qu'on ne rentre pas encore dans le marché du travail, il faut un certain temps. Et heureusement, enfin moi j'ai fait partie des gens qui ont bénéficié de la réforme. Il n'y avait pas de période de stage. Avant, lorsqu'on avait le CAPA, il y avait 2 ans de période de stage avant de devenir avocat titulaire. Aujourd'hui, dès qu'on a le CAPA, on s'installe, d'accord. soit Ah, il y a toujours une possibilité. Voilà, exactement. ça faisait du coup 9 ans quasiment, avec les 2 années de stage. Oui, voilà, fallait vraiment le vouloir en fait. Et tu as réussi à trouver ta place dans cette école? C'est connu comme être un environnement assez différent d'autres écoles. Enfin, une fois qu'on arrive à l'EFB, c'est En fait, c'est ambivalent. D'un côté, on va dire côté professeur ou autre, comme on a encore en fait des profs qui viennent de milieu universitaire, ils ont l'habitude de la multitude, de la différence de population. Donc, du coup, il y a une certaine ouverture d'esprit et on se sent assez à l'aise puisqu'on retrouve à peu près les mêmes marqueurs. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on commence à chercher nos premiers stages. Et là, clairement, on a des questions du type est-ce que vous avez dans la famille des avocats? Est-ce que pourquoi vous voulez faire avocat? Quand vous leur dites que vous avez personne, que vous débarquez complètement, je me suis déjà vu dire mais pourquoi vous avez fait ce choix-là? Vous avez aucune facilité. Donc je répondais bêtement, je pensais qu'avec les compétences et l'apprentissage, je rentrerais comme tout le monde. Et c'est vrai que c'est un milieu corporatiste. Et c'est plus vraiment dans les cabinets d'avocats, avec des avocats d'un certain âge, d'un certain profil, on se rend compte que la porte n'est pas nécessairement ouverte. tu as rencontré des grosses difficultés? Oui, du coup, bah, comme je n'étais pas pistonnée ou je n'avais pas de relation particulière dans le milieu, il a fallu envoyer énormément de CV, faire beaucoup d'entretiens. Aussi, faut savoir que voilà, les élèves sont hyper compétitifs. Donc, ce que je ne savais pas à l'époque, mais beaucoup de gens avaient fait des écoles de commerce, avaient fait des formations, ont commencé des stages très très tôt. Notamment ceux qui ont des connexions avec le milieu du droit ont déjà commencé à faire des stages d'observation en 2e année, 3e année, alors que moi j'arrivais à 5 ans d'études avec seulement 2 mois de stage dans un cabinet. Donc, c'était pas, je partais avec un handicap et je ne le savais pas. Je l'ai découvert là-bas. Et évidemment, personne ne nous le dit. D'accord. Mais à force de persévérance, on y arrive, vraiment. À force d'envoyer des CV, de taper aux portes, de faire des courriers. Là où certains, en un coup de fil, trouvent un stage, nous, ça prend 50 CV, 100 CV s'il le faut. Tu dis que c'est compétitif, mais enfin, j'imagine que tout le monde essaie d'avoir les plus grands cabinets, travailler avec les meilleurs avocats. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sachant que il y a une réalité aussi, c'est que certains gros cabinets cherchent certains types de profils ou certains types d'écoles. Euh, du coup, on sait que les Big Four vont rechercher des étudiants qui ont fait leur cursus telle fac, ou telle école. Et ça sera une grosse majorité. Ça sera pas une exclusivité pour autant, mais ça sera une grosse majorité. Donc, quand on a, par exemple, la possibilité d'accepter 2, 3, 4, 5, 10 stagiaires, et sur une promotion comme la nôtre, il y a nécessairement la matière. Tu as parlé du Big Four, donc j'imagine les 4 plus grands cabinets en Ah oui, France. oui, c'est les gros cabinets anglo-saxons, type Ernst Young, Freshfield,
Heu et voilà, c'est vraiment ceux qui ont des bureaux partout, qui Ouais, les attirent en cabinets fait, internationaux. exactement, tout à fait et bon, par exemple Freshfields, ça a été pour moi un objectif pendant très longtemps et clairement, voilà, j'avais pas le profil pour, j'avais pas fait la bonne fac ni la bonne école. Mais du coup, j'ai trouvé un palliatif, c'est, aller dans des cabinets où les avocats ont été formés par ces cabinets-là et qui avaient les mêmes méthodes de travail. Donc, mon premier stage en cabinet de 6 mois, en fait, ce sont des anciens de Freshfields. D'accord, intéressant. Ah, c'est une bonne astuce. Oui, il faut trouver des moyens. Quand une porte s'ouvre, il faut trouver, une fenêtre. Ouais, c'est sûr. Et du coup, par la suite, tu enchaînes tes premières collaborations. Du coup, tu travailles dans le domaine des affaires et de la finance? C'est ta spécialité? Exactement. Alors moi, j'avais un profil, financier, mon objectif, c'était de travailler soit en banque, soit, dans les services financiers d'un cabinet, international. Sauf que je suis diplômée en 2010 avec la fameuse crise, financière. Donc, Mmh. j'arrive sur le marché du travail à une époque où, les cabinets en fait, sont en train de réduire leurs équipes. Donc déjà, il n'y a plus de postes pour les stagiaires, il y a une de grosses réductions d'équipes, plus de création de postes du coup et je me retrouve en fait en compétition, moi et mes confrères, on se retrouve en compétition en fait avec des avocats avec plus d'expérience qui étaient prêts à baisser leurs prétentions financières. Les portes, se fermaient petit à petit et j'ai insisté pendant un certain temps pour, aller en banque ou autre et à un moment donné, on se dit: «Bon, il faut, s'adapter. Il faut s'adapter dans toutes les circonstances, c'est aussi ça notre métier». Le droit financier, c'est une branche du droit des affaires, revient sur le droit des affaires et c'est comme ça que du coup, j'ai postulé dans des cabinets, pour faire du droit des affaires, plus général, on va dire et là, je j'ai un cabinet qui m'a donné ma première chance, et qui m'a permis en fait de faire du droit des affaires uniquement, donc conseil et contentieux à l'époque. Donc et Mmh. c'est là où j'ai appris à faire mes premières créations de société, mes cessions fonds de commerce, les négociations de contrats. La seule chose qui me manquait là-bas, c'était un cabinet, franco-français. Donc l'anglais, les langues étrangères n'étaient pas du tout pratiquées et c'était une ambiance qui me manquait, que j'avais vue en banque, que j'avais vue dans d'autres cabinets. Oui, Il y avait une certaine monotonie des dossiers. d'accord. Dans ta précédente expérience, les dossiers étaient aussi en anglais, c'est ça qui te manquait ou c'était les dossiers Oui. internationaux? Et c'est les dossiers internationaux, travailler en anglais, il y avait aussi l'espagnol. Aujourd'hui, je ne fais plus l'espagnol parce que je ne pratique plus, et aussi la langue arabe. Et en fait, quand vous avez des dossiers de financement, par exemple, d'une des structures, j'avais accès à des gros projets, heu, qui du coup mettaient en lien plusieurs banques, plusieurs institutionnels. Pendant la crise, moi j'étais en banque, donc j'ai vu en interne quand on a vu, les banques, américaines être en difficulté, que du coup il a fallu, par exemple revoir tous les contrats, qui couvraient les contrats de financement, c'est en anglais. Donc on fait de l'audit et puis il y a une certaine, adrénaline, et dynamisme qui est en lien. On crée des contacts avec des gens de l'autre côté de la frontière, on a des amitiés, et ce qui fait que ça donne des couleurs différentes en fait, au quotidien et il y a des défis tous les jours. D'accord. C'est cet aspect-là qui m'a manqué. Donc à l'issue de cette collaboration-là, je quitte le premier cabinet puisqu'il y a, un associé qui s'en va, un poste qui est supprimé, je suis la dernière recrutée donc du coup je m'en vais. J'intègre un nouveau cabinet, où là, pour le coup, j'ai rencontré mon mentor. Donc c'est quelqu'un en fait qui vraiment m'a pris, sous son aile, en termes de formation, qui m'a apporté énormément. Donc c'est un cabinet qui lui a été un grand marqueur et qui, m'a permis de dire: «Voilà ce que je veux faire». Donc c'est à ce moment-là que je sais, je ne veux pas faire de contentieux, je ne veux plus faire de contentieux, Mmh. que je veux uniquement faire du conseil aux entreprises et rester dans du droit des affaires générales en accompagnement des entreprises. Dans le cas de ce cabinet, je vois des sociétés françaises, internationales, on fait de la distribution, du droit de la concurrence, on négocie, des contrats aussi parfois avec des artistes, des journaux. Voilà, donc c'est un cabinet qui a beaucoup de vie,
J'y trouve mes marques très rapidement. Je me fais des amitiés qui perdureront. Et malheureusement, le contexte économique était tel que un conflit entre associés vient à se créer et le cabinet est obligé de se scinder et de réduire la voilure. D'accord. Donc là, je me retrouve encore une fois dans la barque. Il n'y a vraiment pas de chance en deux fois. Euh, c'est ce qui expliquait mon départ de ce cabinet-là. Mhm. Mais j'en garderai un souvenir impérissable. D'accord. Donc à ce moment-là, donc tu as à peine le temps de chercher un autre cabinet ou tu décides de faire quoi? Tu Alors du coup j'ai là comme en interne, l'associé justement qui m'avait pris sous son aile m'a averti en pointillé en disant bon, il se passe des choses au cabinet, préparez-vous. Donc il m'a averti moi et d'autres, hein. Donc d'accord, on a préparé nos portes de sortie. Donc le vendredi, je quitte le cabinet. Le lundi, je réintègre un cabinet sans difficulté. Donc parce que du coup la transition se fait très bien. Et là du coup j'ai un parcours classique de collaboratrice. Là du coup encore une fois donc avocat en droit des affaires. Et je vais en fait cumuler les collaborations jusqu'à 5 ans. Et au bout d'accord, de 5 ans d'études, enfin de collaboration, donc, à la veille de mes 30 ans, je décide de m'installer et de me lancer de mes propres ailes. d'accord. En général, c'est ce que les gens font, ils font l'expérience, dans des cabinets pour avoir de l'expérience avant de lancer leur propre cabinet. Du coup, c'est quoi les leçons que tu as tirées de ton expérience dans des collaborations? En fait, l'avantage d'être en collaboration, c'est que on a la gestion des dossiers sans la gestion des risques. Je m'explique. Euh, les clients sont les clients du cabinet. Donc, lorsqu'on va gérer un dossier, on a toujours un avocat référent avant que ça ne parte chez le client, que ça ressorte en fait du cabinet. Donc, il y a un filet de sécurité qui est pas inintéressant. Et du coup, c'est là où on apprend les leçons. Quand on va rédiger un contrat et qu'on va oublier une clause, ben, votre patron il va vous dire, mais tu penses pas qu'il te manque quelque chose là? Tu devrais peut-être penser, voilà ce qui va se passer dans le cycle économique. Est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Mmh. Ou est-ce que il ne faudrait pas orienter plutôt comme ça plutôt que comme ça? Pourquoi tu es parti de cette base-là? Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et on voit aussi une multiplicité de choses. On va faire, donc le droit des affaires, c'est un milieu qui est assez large. Donc moi, j'avais quand même un axe droit des sociétés et droit des contrats. D'accord, Et en fait, à chaque situation, on va avoir des choses. Donc les pactes d'actionnaires, par exemple, j'en ai fait beaucoup, parce que chaque société a sa relation, les actionnaires ont des relations différentes, et du coup, on apprend à rédiger en collant à la demande du client. Et l'avantage de la collaboration, c'est qu'on a ce filet de sécurité. Donc, et aussi la possibilité de voir une multitude de choses. Donc ces deux critères-là, pour moi, étaient très importants. Donc, je pensais qu'il m'était nécessaire d'avoir un maximum d'expérience auprès de mes pairs avant de me lancer à mon compte toute seule, où il n'y a personne pour vous récupérer. Donc là, tu te débrouilles toute seule, faut y arriver. Faut y arriver d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et du coup, il ne faut pas se louper aussi, puisqu'on a une responsabilité vis-à-vis des clients. d'accord. Et du coup, pour ouvrir un cabinet, il faut des fonds, comment ça se passe en fait? Il faut une clientèle, il faut quoi? Alors, comme du coup, j'avais participé à la gestion de plusieurs cabinets, donc j'avais du coup des pistes, des éléments et d'informations sur comment on facture les clients, comment on fonctionne. Sachant que les avocats collaborateurs libéraux, on a une particularité, c'est que même en tant que collaborateur, on a la possibilité de développer une clientèle personnelle à côté. Mmh. Donc ça veut dire que on travaille pour un cabinet, mais en plus de ce cabinet, on peut développer sa clientèle. Donc, ce qui s'appelle un lancement en sécurité, ça nous permet en fait de faire la bascule. À un moment donné, il se passe quelque chose où la clientèle personnelle prend tellement de place qu'on est obligé de passer à 100% sur ta clientèle personnelle et de laisser tomber la collaboration. Mmh. Et donc là, il y a deux phénomènes. Soit le cabinet envoie dans le collaborateur un partenaire et l'associe, soit le collaborateur va s'associer ou s'installer seul
pour développer sa clientèle. D'accord. Donc la prise de risque est assez mesurée. Sur l'aspect fonds, donc j'avais une petite idée, donc évidemment, il faut préparer un filet de sécurité. Donc moi j'avais eu une démarche très prudentielle. J'avais fait un budget pour l'allocation d'un bureau, des frais de fonctionnement, des cotisations sociales notamment et autres qui sont en lien avec notre activité. J'ai mis tout ça bout à bout, multiplié par 12 mois, D'accord. et j'ai mis de côté de quoi tenir 12 mois sans chiffre d'affaires. Je me suis dit, voilà, pendant un an, tu rentres rien, tu ne factures rien, tu es en échec. Est-ce que pendant un an, tu peux tenir? Pourquoi c'est un an? Puisque tout simplement, quand j'accompagne mes clients ou les clients en création de société, on voit qu'il y a une phase de démarrage. Et la première année, c'est souvent l'année où on ne se rémunère pas. Donc, les 12 mois, donc premier 18 mois, c'est le moment où on se lance, où on investit beaucoup et on commence à récolter les fruits qu'en cours de parcours. Donc, certains récoltent très vite, d'autres plus tard. D'accord. Donc moi, j'ai pris le scénario le plus grave, on va dire, Mhm. et j'ai provisionné ce montant-là pour faire face avec 0 chiffre d'affaires pendant 12 mois. Et heureusement, le risque ne s'est pas réalisé, mais ça m'a permis d'être en sécurité. D'accord, donc durant ces 12 mois, tu as réussi à développer bien ta clientèle, à avoir assez de revenus pour pouvoir continuer tranquillement. Exactement, tout à fait. Ça a été quoi les principaux challenges du coup? Se créer un réseau, donc faire savoir qu'aujourd'hui on est à son compte. Mhm. Donc, déjà à l'époque, en tant que collaboratrice, je faisais partie de réseaux d'avocats, de réseaux de juristes, d'agents immobiliers. On fait beaucoup de commercial, on crée des liens et des ponts avec d'autres activités, les comptables, les experts comptables, les commissaires aux comptes. Heu, donc, hem, donc au début, il y a un phénomène où on explique aux gens qu'aujourd'hui, on est à 100 dédié à la clientèle. On alerte aussi la clientèle, donc sachant que j'ai toujours été transparente vis-à-vis de ma clientèle sur ma situation de collaboratrice. Donc quand ils arrivaient dans des bureaux qui étaient magnifiques, dans des hôtels particuliers qui vous laissent sans voix, bon, je leur disais clairement que c'était pas mes bureaux, c'est les bureaux de mes patrons. Un jour, j'aurai peut-être ça, mais voilà, j'étais très transparente sur cette question-là. Donc, quand j'ai basculé à 100%, c'était une suite logique. Mhm. Ensuite, on continue à développer ce qu'on a. Donc, le réseau, on continue à le développer. La clientèle qu'on a, on continue à la développer. Puis, un client satisfait, on amène un autre. Et petit à petit, on crée De un fil en cycle. aiguille. Exactement. Est-ce que tu as des astuces particulières pour développer sa clientèle? Il faut être toujours sur la brèche. Pour le coup, il faut aller à la rencontre des gens. Travailler en réseau, ne jamais être isolé parce que lorsqu'on est avocat seul, il faut pouvoir poser des questions. Ça, c'est un des challenges justement, c'est lorsqu'on a un dossier, parfois en cours de route, il y a une question qui va se poser, il y a une réforme qui va passer, une méthodologie sur laquelle on va s'interroger. Bah, c'est toujours pas inintéressant de pouvoir poser des questions à des confrères. Donc, ne jamais être seul, ça Participer à des événements, des c'est colloques? exactement, événements, colloques, des petits déjeuners, entretenir la relation avec les confrères, entretenir des relations avec les professions voisines, les experts comptables, les agents immobiliers, en tout cas pour le droit des affaires, par exemple, heu, tout ce qui va accompagner l'entrepreneur à la création d'entreprise, faire des formations, donner des formations. Heu, voilà, il faut être actif. Et ça, enfin, le monde de l'avocat, en tout cas en droit des affaires, on est compétitif, on est beaucoup à Paris, on a tous plus ou moins la même formation, donc les mêmes compétences. Donc il faut savoir se démarquer, apporter quelque chose de plus. Heu, un accompagnement, une vision des choses, une disponibilité. Mhm. Voilà, c'est ce qui fait la différence. D'accord. De qui est composée ta clientèle? Alors ma clientèle, donc il y a un gros pôle, d'entreprises, de sociétés. Donc ce sont des gens, que j'ai accompagnés à la création d'activités, à la mise en place, de leur structure, donc création de sociétés, SAS, SARL, les sociétés d'exercice libéral aussi. Ensuite, il y a, toute une masse de clientèle qui sera plus,
sur de la restructuration. Donc, c'est des gens qui étaient déjà lancés, mais qui ont eu besoin de se restructurer, d'acheter, de s'accroître. Parfois, ont eu des difficultés, donc il a fallu négocier des choses. Les rédactions de contrats pour les contrats en France, internationaux, de prestations de services. Enfin, tout dépend des besoins. Mmh. Et il y a un dernier pôle que j'ai développé avec le temps, c'est l'association. Donc, j'ai une clientèle associative assez importante, puisque voilà, du fait des liens avec les associations dans lesquelles j'étais membre et de certains clients qui ont aussi un pan non lucratif. Du coup, je me suis formée, j'ai apporté des réponses, ce qui fait que du coup, une cliente, on a amené une autre et on a aujourd'hui une masse assez intéressante. Oui, on n'en a pas parlé, mais tu t'es engagée au sein de l'association EDIM, donc je ne sais pas si elle est extrêmement connue à Paris. Moi, je ne la connaissais pas avant, mais... Elle a eu un âge d'or, en effet. Aujourd'hui, elle est un peu moins connue. Alors, cette association, je l'ai connue en 2010. À l'époque, je finissais mes études. J'entrais dans le monde bancaire. Et bon, il y a toujours des interrogations. Est-ce que je vais travailler en banque ou pas, avec les questions de valeur qui s'imposent aux personnes qui ont des valeurs musulmanes. Donc du coup, je me renseigne et surtout, j'ai une surprise qui me reste, j'oublierai jamais ce moment-là. On me met sur un dossier du fait de ma pratique de la langue arabe de finance islamique. Alors, le terme finance islamique, je suis là, mais de quoi on parle? Mmh. Et en fait, je découvre que des banques françaises, pour de très 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 gros clients, donc on parle de millions, milliards, Mmh. pour des énormes projets, sont prêtes à structurer des contrats qui soient conformes aux valeurs musulmanes pour accompagner ces clients-là. D'accord. Et du coup, je suis dans ces dossiers-là, et là, c'est un monde qui s'ouvre à moi en me disant, mais c'est quoi ça? Mmh. J'en parle avec une amie, et elle me dit, mais tu ne connais pas les dîmes? Je dis non. Elle dit, il y a une formation, vas-y, c'est sur la finance islamique, vas-y, va prendre des informations. Donc j'y vais. Donc c'était une journée de formation sur les principaux contrats de finance islamique. Et là, encore une fois, un monde s'ouvre à moi. Et là, je percute en réalité qu'il y a toute chose à faire, à développer. Et surtout, pendant l'information, j'entends des choses. J'entends des choses qui me choquent en tant que juriste. Par exemple, des personnes qui sont persuadées qu'on est obligé d'acheter avec de l'intérêt et de l'usure, que c'est la loi qui nous impose, que c'est obligatoire, qu'on ne peut pas passer autrement. Mmh. D'autres personnes pensent qu'on ne peut pas financer une entreprise que par ce biais-là. C'est la loi qui nous impose, qui rendait la chose tellement obligatoire comme pour l'assurance véhicule, en fait. D'accord. Et moi, je suis outrée en tant que juriste. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je sais que tout est négociable, que tout ce que la loi n'interdit pas est possible. Donc, j'ai vu ça en banque. Là, j'étais collaboratrice en cabinet. Je savais que tout était négocié. Tout ce qui n'est pas interdit est possible. Et donc, c'est à ce moment-là où je fais la rencontre des fondateurs de l'EDIM. Et je leur ai dit, écoutez, vous êtes au courant qu'ils me disent oui, mais l'ennui, c'est qu'on n'a pas de juristes ou d'avocats qui sont prêts à prendre la parole pour former les gens sur ces éléments-là. Si tu le souhaites, intègre l'association et tu pourras peut-être piloter ce pôle-là. Donc, j'ai intégré l'association, j'ai fait mes preuves et petit à petit, donc j'ai piloté des workshops, des conférences, jusqu'à un moment donné, je me suis retrouvée nommée présidente de l'association et on réunissait des amphis de 200, 300 personnes. On faisait de la vulgarisation de la finance islamique. Alors, finance islamique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un mode de financement qui est basé sur l'économie réelle et non pas sur le prêt, Mmh. sur les valeurs intrinsèques d'une entreprise, sur le bénéfice, sur des contrats commerciaux qui d'ailleurs sont beaucoup plus justes d'un point de vue valeur universelle. Donc quand tu dis économie réelle, c'est-à-dire l'économie qu'il y a disponible et... C'est ça. C'est sur l'économie disponible, concrète, qui génère du revenu et surtout qui a aussi un impact positif sur la société. Mmh. Donc, créer une entreprise, aider, investir dans une entreprise et l'aider dans son développement, ça la permet de créer de l'emploi, ça permet de faire plein de choses. Alors que prêter pour récupérer coûte que coûte et
on s'occupe pas, on se préoccupe pas de l'avenir de l'entreprise, si derrière elle plante ou pas parce qu'elle a été obligée de rembourser son crédit, Mmh. c'est pas normal. Donc tu as rejoint, pendant un petit moment en parallèle de, tes collaborations ou bien de ton quand tu avais déjà ton cabinet? Tout à fait. Exactement, donc c'est en parallèle, alors j'ai toujours été multicasquette, multitâche, D'accord. donc je travaillais en cabinet, je travaillais sur ma clientèle perso, je je bossais, enfin, j'intervenais dans des associations, donc les DIM, il y a eu aussi une association, le réseau d'avocats France Maghreb, pour créer en fait des liens entre les avocats de part et d'autre de la Méditerranée. Hem, j'ai fait partie de réseaux d'entrepreneuses, musulmanes, Harvard Business notamment, donc je suis partenaire et je leur apporte, des choses comme elles m'apportent aussi des choses. D'accord. Harvard Heu, Business qui est une sorte, d'accélérateur ou d'incubateur pour, les femmes musulmanes qui souhaitent monter une société? exactement, c'était l'ambition ou c'est l'ambition plutôt, c'est toujours au présent, c'est d'accompagner, d'apporter des outils et rendre accessibles certains outils à une population. Comme toujours, le cas de la femme en général, si, on ne lui apporte pas l'information, elle n'est pas disponible facilement. Certes, internet nous donne plein de possibilités, mais pour des personnes, qui, se lancent à leur compte et qui n'ont pas la culture de l'entreprise, elles ne sauront pas par où commencer. Et moi, j'ai connu ce passage-là. Mes parents ont toujours été salariés, ont une mentalité du, travaille dans une entreprise, un salaire fixe chaque mois, la sécurité. Quand je leur ai dit qu'il fallait que j'allais m'installer et me mettre à mon compte, avec la prise de risque qui va avec, c'est vrai que ça leur a fait peur. Mmh. Donc du coup, heureusement, j'avais croisé des avocats, des gens qui m'ont donné des clés pour me développer et, et comment dire, m'assurer un certain avenir sans garantir pour autant la réussite. Mais si on n'a pas ces clés-là, il y a de grandes chances qu'on touche de près l'échec ou on échoue, sachant qu'un échec, c'est pas fatal, on peut s'en relever. Euh, mais c'est vrai que parfois on se dit, bah, avec des choses tellement simples, on peut redresser des barques. Donc ces réseaux-là, ils sont là. Ils sont là pour permettre un accès à ces outils. D'accord. Et du coup, en intervenant dans ces réseaux-là, les DIM ou autres, c'est dire, mais vous savez, vous pouvez faire ça. Il y a ce Ouais. moyen-là, il y a cette possibilité-là. Et du coup, ça t'a attiré une clientèle qui avait des besoins qui allaient dans ce sens? Alors oui, sachant que ça n'a pas été un canal, comme c'est un canal associatif, c'est pas le canal qui va attirer une clientèle qui est prête à payer des honoraires pour Ouais, avoir des conseils. d'accord. Donc après, on joue le jeu aussi. Lorsqu'on est investi en tant que bénévole, on veut apporter, enfin en tout cas, enfin, je ne sais pas si tu as comment dire, des investissements associatifs, mais Ouais. lorsqu'on contribue, on donne. Oui, bien sûr. Donc du coup, voilà, on va donner. C'est vrai qu'à un moment donné, on va mettre le haut là en disant là c'est limite ou là ça devient plus professionnel, il faut professionnaliser, puisque aussi Oui. il y a une déontologie qui entoure la profession. Euh, mais voilà, donc faut savoir passer de l'un à l'autre sobrement, correctement et avec l'explication des règles du jeu. OK, donc du coup, tu m'as dit que tu as travaillé quand tu étais encore en collaboration sur un cas avec des personnes qui voulaient rendre le dossier, islamiquement correct, enfin acceptable, Compatible. compatible, voilà. Et du coup, tu as commencé à recevoir ce type de dossier, aussi? Alors oui, j'en ai eu et j'en ai et maintenant même d'ailleurs, du coup, c'est devenu bah, une de mes marques de fabrique Mmh. puisque bah, à force d'en faire, les experts comptables, les comptables avec qui je travaille m'adressent des clients pour justement les aider à les structurer et à faire des levées de fonds Oui, de manière conforme. Évidemment, je ne suis pas un imam ou un théologien, donc moi je travaille uniquement sur le droit français. Donc je donne les outils, les possibilités dans le maximum que la loi française nous autorise. Euh, mais il est vrai que il y a beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités. mmh. Et d'ailleurs, dans la structuration de start-up, il y a de quoi faire. Ah, ça m'intéresse ça, parce que justement, j'ai invité, il y a quelque temps, un VC qui est basé à Singapour, et qui lui aussi a fait des études en finance islamique plutôt. Mhm. Et du coup, on a parlé pendant l'épisode et il me disait du coup, ben, quand une entreprise veut avoir des investissements, c'est compliqué, pour celui qui veut recevoir des investissements de choisir, les termes du contrat, en fait.
Alors, l'idée, c'est, par exemple, plutôt que de prendre un contrat d'obligation, émettre des obligations, qui est en fait un prêt, rémunéré avec un taux d'intérêt, on va plutôt émettre des actions, Oui. en fait, en capital. Donc plutôt que d'aller sur des, comment dire, des outils qui sont pas corrects, au sens, valeur, hein, j'entends, on va aller vers des outils qui, eux, sont plus conformes. Qu'est-ce que c'est que la finance islamique? C'est le partage des risques, c'est investir, Oui. faire travailler l'argent et le faire circuler aussi, éviter la thésaurisation. Et que la personne qui investit et prenne autant de risques que la personne qui reçoit l'investissement. Exactement, et c'est à elle d'évaluer si elle veut prendre un risque à 20, à 30, 40. Donc plutôt que, par exemple, d'émettre des obligations, on va émettre des actions ou des actions avec des catégories. On va mettre en place un certain nombre de choses. On peut mettre aussi des contrats de prêt, avec, un phénomène de remboursement par pool. On peut brasser les 2. Donc pour les associations, c'est ce qu'on fait. On fait du prêt et du don. Mmh. Et donc on arrive toujours à un moyen de financer, heu et aussi de fixer des rémunérations. Quand tu parles d'investissement, c'est quoi? C'est des startups? Alors essentiellement des startups ou toute société en fait qui veulent, accompagner leur accroissement exactement. Ensuite on a, j'ai beaucoup d'associations évidemment qui cherchent du financement pour, des projets. Mmh mh. Donc lorsqu'on parle d'école, tout ça, donc il faut bâtir des immeubles, être propriétaire de ces murs. Mmh. Donc il y a ce type, de procédure et enfin, sur l'aspect plus droit des affaires, où on a le financement d'acquisition de fonds de commerce ou d'entreprises. Donc du coup, il y a des gens qui travaillent, en conformité, avec leurs valeurs et du coup, ils négocient entre eux des choses qui ne poussent pas l'autre à aller chercher du financement. Par exemple, l'acquisition de fonds de commerce, plutôt que d'aller se financer en banque, on va faire, des délais de paiement, à l'acquéreur pour pouvoir, payer le prix, plus tard ou en fractionné. Donc ça veut dire qu'il va rentrer en propriété du fonds de commerce, donc il va commencer à générer du chiffre d'affaires et avec ce chiffre d'affaires, il va pouvoir payer le prix, auquel il s'est engagé. Et du coup, celui qui vend fait un effort puisqu'il perçoit pas la totalité de son prix et celui, qui achète prend un risque puisqu'il faut qu'il paye, et honore en fait ses échéances et en fait mathématiquement, on n'a plus besoin de financement D'accord, et on se retrouve en conformité avec les valeurs musulmanes. d'accord. Parce qu'en général, par exemple, pour une startup qui souhaite lever des fonds, on va avoir un VC. Alors, en fait, ils vont lever des fonds, plutôt dans leur réseau. Donc, ils vont rechercher auprès OK, de leurs relations, donc famille, le cercle proche. Parfois, ils vont, faire du crowdfunding et après pour, les professionnels qui vont les accompagner, donc il y aura l'expert comptable qui va plus ou moins connaître ce type de dossier. Puis il y aura, l'avocat et si besoin, l'intervenant, d'un spécialiste, sur ces éléments-là, quoi. d'accord, très bien. Donc on arrive, à la fin de ce podcast, je te remercie. J'ai quelques petites questions pour la fin. Du coup, quels sont tes projets pour la suite? Continuer à me développer, au sens où, voilà, aujourd'hui j'arrive à 10 ans, d'activité, donc on va arriver à la période de maturité. Donc continuer sur ce chemin-là, faire plus de l'international. Donc là, j'ai eu l'occasion d'avoir, des dossiers, sur, le Moyen-Orient, le Maghreb, heu, donc j'aimerais bien continuer sur cette lancée-là, en plus, de ce que je fais, en France que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je n'aime pas m'ennuyer dans mon travail, donc du coup, j'aspire à, faire des nouvelles choses, me former sur d'autres choses, pousser peut-être, davantage. Par exemple, il y a des types de dossiers comme les franchises que j'aime beaucoup, D'accord, donc que je développe, accompagner les restructurations. Donc les startups, voilà, c'est une ambiance que j'aime beaucoup aussi où c'est très rafraîchissant puisque, on va aller aux limites, on va être très, très imaginatif pour, mettre en place les choses. Donc voilà, c'est ça mes objectifs, en tout cas à moyen terme. du coup, tu es toute seule dans ton cabinet, pour le moment? Oui, alors il n'est pas impossible que je m'agrandisse, que je recrute. Encore une fois, j'attends de voir comment les choses s'orientent. En tout cas, voilà, je reste, maître à bord, et là, pour le coup,
je ne retournerai jamais ni en salarié ni en collaboration, ça c'est certain. Une fois qu'on a goûté Ça, je peux l'indépendance, on comprendre. a du mal à revenir. Voilà. C'est clair. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou une référence qui t'a particulièrement inspiré, que tu souhaiterais recommander? Bonne question, bonne question. Alors comme ça, vraiment d'instinct, Père riche, père pauvre, ça m'avait beaucoup inspiré à l'époque et je trouvais très intéressant, notamment sur la notion de la richesse. Donc tout n'est pas à prendre puisque tout n'est pas nécessairement conforme à nos valeurs musulmanes. Mmh. Mais par exemple, le fait de vouloir acheter de l'immobilier, en pensant que c'est un actif, alors qu'en réalité c'est un passif, puisque du coup c'est non seulement une charge et il ne génère pas nécessairement du fruit, voire pire, qu'elle est adjoint à un emprunt bancaire qui vous pèse. Donc ouais, ce livre que j'ai trouvé très intéressant. Puis en général, je pense qu'il faut s'ouvrir à un maximum de choses. Donc il faut vraiment voir à côté ce qui se passe, comment les choses évoluent, être à jour de l'actualité économique, c'est très important. Tu suis certains journaux ou certains sites internet? Oui, alors donc pendant des années, donc je continue à lire Les Échos, The Economist et, les pages économiques du Figaro, euh, Mmh. les fameuses pages roses là. Mais D'accord. aujourd'hui, je suis beaucoup moins parce que j'ai remarqué que c'était un peu plus politisé et moins économique. Donc, du coup, je m'informe différemment via les réseaux sociaux, via tous les Twitter, les outils que tout le monde D'accord. utilise aujourd'hui. OK, ça marche. Tu as un site internet? Alors, mon site internet qui porte mon nom, Jeannette Adilou. D'accord. J'ai une page Facebook aussi sur laquelle j'ai publié quelques vidéos, quelques informations sur les questions récurrentes, donc OK. j'espère continuer à alimenter. Mmh. Puis on trouve mes coordonnées assez facilement, aussi bien sur l'annuaire des ordres des avocats que sur Google. C'est pas compliqué. D'accord. Bah, écoute, super, je te remercie. Je t'en prie, Merci beaucoup pour, tout ton partage, ton retour d'expérience. pas de souci. Je te souhaite un bon courage pour la suite, inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.